Et salut la FOMO Team, j'espère que vous allez bien, c'est WillDT11 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ton émission hebdo préférée sur la finance et les crypto-monnaies, l'éco-crypto. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu, comme d'habitude, de macroéconomie, puis après on ira voir S&P 500, CAC 40, ensuite on ira voir les cryptos avec Bitcoin, Ethereum et on a choisi comme altcoin du jour le Yearn Finance, le YFI. Si tu ne connais pas la chaîne, n'hésite pas à aller voir tout le contenu qu'on a fait. Donc on fait des émissions toutes les semaines sur la finance et le résumé de la semaine, ce qui s'est passé sur les marchés financiers et marchés crypto. Et tu vas avoir prochainement pas mal de contenu sur les crypto-monnaies en tant que telles pour essayer d'apprendre l'écosystème crypto en partant d'un niveau débutant jusqu'à un niveau confirmé. Tu as déjà du contenu crypto que tu peux retrouver avec nos émissions, des lives Twitch tous les mercredis soirs à partir de 20h. Et on a fait quelques vidéos déjà pédagogiques sur comment utiliser certains outils en crypto-monnaie comme CoinMarketCap. Allez, c'est parti, tout de suite, on passe au volet macroéconomique. Donc il y a 3 choses à retenir en macroéconomie. La première, c'est le taux de chômage qui est tombé vendredi à 14h30, le rapport de l'emploi aux États-Unis par le département du travail. Qu'est-ce que ce rapport devait nous dire? Il y avait plusieurs scénarios. Il y avait 3 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est si le rapport du travail était au niveau où les experts l'avaient envisagé, alors le marché le prendrait bien. Si le rapport du travail annonçait une hausse du chômage, alors le marché pourrait potentiellement également bien le prendre parce que ça voudrait dire que la Fed, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, ne pourrait pas augmenter encore plus ses taux puisqu'elle créerait en fait à chaque fois une récession puisqu'il y aurait une hausse du chômage, une hausse des taux sans contrecarrer vraiment l'inflation. Ensuite, la troisième possibilité, c'était une baisse du chômage par rapport aux estimations. Et c'est la situation dans laquelle on est tombé cette semaine. Spoiler alert. Et donc du coup, dans ce scénario, c'était simple. Les marchés le prendraient mal parce qu'une bonne nouvelle, c'est-à-dire la baisse du chômage, condamne les marchés à avoir une nouvelle succession de hausses de taux directeurs par la Réserve fédérale américaine et donc du coup une limitation de la croissance et de l'investissement pour les marchés financiers. Donc les marchés financiers sont en ce moment, s'il y a une hausse du chômage, c'est bien, on va commencer à gagner du prix sur les actifs puisque la hausse des taux directeurs ne sera plus possible pour la Réserve fédérale américaine puisqu'il pourrait lancer les États-Unis dans une récession monumentale. Par contre, s'il y a toujours une baisse du chômage malgré la hausse de taux directeurs, et ben du coup ça veut dire que l'économie supporte bien la hausse de taux directeurs au sens de la Réserve fédérale américaine et elle s'en fout de la valeur des actifs financiers. Donc du coup elle va continuer sa hausse de taux directeurs. Il y a 2 dates à retenir, donc 1er et 2 novembre, c'est les séances de la Réserve fédérale, là où ils vont se réunir pour annoncer une nouvelle hausse de taux directeur. Donc là maintenant, après le rapport de l'emploi, on est à 89% de taux de chance que la Réserve fédérale américaine augmente de 0,75 points les taux directeurs. Donc une grosse hausse, encore une fois, 0,75 c'est une grosse hausse. Et la deuxième date, c'est là on va bientôt avoir les chiffres de l'inflation du mois de septembre. Donc ça va être important pour voir si l'inflation, elle persiste ou non. Juste pour revenir sur les chiffres du chômage, on s'attendait à 3,7% de taux de chômage et on a fait une baisse, du coup, on est à 3,5% de chômage aux États-Unis. Donc vous voyez que la baisse par rapport aux estimations, elle est quand même en dessous de 0,2%, ce qui est quand même assez conséquent. Voilà pourquoi les marchés ont principalement chuté en fin de semaine et on va aller voir les graphiques ensuite. Deuxième point macroéconomique, c'était le Crédit Suisse. Le Crédit Suisse, c'est une grosse banque d'affaires en Suisse. Elle a 1500 milliards d'actifs sous gestion, donc c'est vraiment énorme. Quand vous le comparez par exemple à Celsius dans le monde des crypto-monnaies qui avait fait faillite, c'est 3 milliards sous gestion, alors que là on a 1500 milliards, c'est quand même colossal. Et le Crédit Suisse est en pleine restructuration puisqu'ils ont apparemment potentiellement des gros problèmes de crédit défaut swap. Donc en fait c'est pour faire très simple et caricaturé, c'est lorsque un acteur A prête à un acteur B, l'acteur A, pour se baquer et s'assurer que l'acteur B va payer, il va prendre une assurance chez C. Et C, du coup, c'est lui qui va se débrouiller à récupérer la somme à B s'il y a un défaut de paiement. En ce moment, on voit qu'il y a une multiplication des crédits défaut swap au niveau de Crédit Suisse. En ce moment, le crédit défaut swap du Crédit Suisse serait monté à plus de 500 aujourd'hui, donc il a presque multiplié par 5 depuis le début de l'année 2022. Donc on voit qu'il y a des difficultés au niveau du Crédit Suisse. Il a une performance des actions de moins 95% depuis avril 2007, donc c'est vraiment en grosse difficulté. On s'attend à ce que certaines banques centrales commencent à l'aider en cas de défaillance parce que si le Crédit Suisse tombe avec 1500 milliards sous gestion d'actifs,
ça va être très compliqué de remonter. Donc ça pourrait vraiment faire couler une grosse partie du monde de la finance traditionnelle. Et quand on dit que la régulation permet de protéger les citoyens, vous voyez bien que certaines fois la régulation ne peut rien faire face aux grosses faillites du système financier traditionnel. Troisième point macroéconomique qui est en faveur aussi d'une baisse des cours et des marchés financiers actuellement, avec les deux premiers, c'est la relance du Covid, la 8e vague de Covid en France et une relance du Covid dans le monde, que ce soit en Chine, que ce soit dans plein de pays producteurs. Donc du coup, vous avez forcément une baisse de production et notamment en Allemagne, il y a une grosse baisse de production ces derniers temps liée au Covid et liée à la guerre en Ukraine. Donc voilà les 3 points macroéconomiques en ce moment qui sont fondamentaux et qui font baisser les marchés financiers et leur créer une incertitude et ne permettent pas de se relancer. On va aller voir maintenant les graphiques, les amis. On commence tout de suite par le S&P 500. Alors, sur le S&P 500, les amis, on se retrouve sur les données journalières. Donc, vous voyez qu'on était sur cette énorme trendline que je vous avais dit qu'il fallait pas qu'on craque. En septembre, on a craqué le dernier support ici à 3637. On l'a traversé et le dernier support qu'il y avait, c'est ce support en weekly. Donc là, je suis en données hebdomadaires. C'était la moyenne mobile 200 périodes sur le weekly. Beaucoup d'investisseurs la regardaient. Vous voyez qu'on a fait un rebond dessus. Cette semaine, on est en train encore de la travailler. Vous voyez que c'est celle qui soutient le cours. Par contre, vous voyez qu'on a fait un énorme pullback ici sur la trendline qu'il ne fallait pas qu'on casse en septembre. On vient faire le pullback. On va dire que c'est classique. On n'a pas assez de volume et assez de bonnes news pour repartir au-dessus de cette trendline. Pullback classique. On redescend. Et là, on retravaille le premier support à 3637. Il ne faudra pas lâcher le deuxième support, donc en weekly, qui est actuellement à 3594. En dessous de ça, le S&P 500 ira très mal. On ira chercher forcément les niveaux des 3004 et potentiellement pour aller chercher plus bas, 3003 ou 3100. Je vous en parle souvent dans toutes les émissions, mais voilà les niveaux à retenir. 3594 et 3637. Une fois qu'on a dit ça sur le S&P 500, on va aller regarder rapidement en Ichimoku, mais vous voyez qu'on est en daily sous tous les supports Ichimoku, on est sous le nuage, sous Kijun, sous Tenkan, donc c'est vraiment pas positif, on a perdu la Tenkan, c'est ce qui nous fait baisser fortement, donc là il faut absolument qu'on se relance sur ces deux supports, sinon c'est terminé. On passe tout de suite au CAC 40. Alors le CAC 40, il est pareil dans une configuration qui n'est pas forcément très haussière, on a fait un nouveau plus bas, vous voyez qu'on avait traversé nos deux supports à 5007 et 5750, 5788 et 5750. On n'arrive pas à se relancer en Ichimoku. Vous voyez qu'on est en train de... On a perdu Kijun alors qu'on l'avait récupéré sur une belle hausse le 4 octobre. À cause du fondamental, on perd Kijun. On arrive sur Tenkan. Pour l'instant, ce qui nous supporte, c'est la moyenne mobile à 7 jours. Là, la petite ligne bleue. Il faut absolument qu'on tienne les niveaux des 5836. La moyenne mobile 7 jours, généralement, c'est un indicateur qui est beaucoup plus faible. En tout cas, la résistance, le support est beaucoup moins important. Donc là, il est à 5865. Je pense que le gros support à surveiller, c'est 5834 et tout simplement ne pas redescendre en dessous des plus bas qu'on a déjà fait ici. Sinon, ça serait pas très bon pour le CAC 40. Si on arrive à ne pas redescendre en dessous de ça, on pourrait commencer à se former une sorte de double bottom ici qui pourrait essayer de permettre au CAC 40 de se relancer. Mais tant qu'aux États-Unis, les nouvelles ne sont pas bonnes, je vois pas pourquoi en Europe, les nouvelles seraient meilleures puisque l'environnement économique de l'Europe est bien plus compliqué actuellement que l'environnement économique américain qui lead en plus le marché mondial. On passe tout de suite aux crypto-monnaies et on commence par BTC. Bitcoin sur lequel je suis pas mal intervenu mercredi dans le cours du live pour vous expliquer un petit peu où on en était. Bitcoin, on avait cette trendline qu'on a cassée à plusieurs reprises ici le 21 et 22 septembre comme les marchés traditionnels, ça a été les grosses baisses. Vous voyez que je l'ai conservé parce que ça pourrait potentiellement être un support à l'avenir. Je la conserve. On est sur une nouvelle trendline ici haussière. Vous voyez qu'on a fait des plus bas de plus en plus haut. En tout cas, on en a fait 2 ici. Il faut absolument qu'on tienne cette trendline. Il ne faut pas qu'on la casse. Cette trendline, petit à petit, elle va se relever. Elle se situe autour des 19 000. Donc, c'est à peu près au niveau fondamental ce qu'on retient. Qu'est-ce qui s'est passé de cette semaine? Vous voyez qu'en termes d'Ichimoku, j'enlève les moyennes mobiles ici. Vous voyez qu'en termes d'Ichimoku, vraiment, ça a été chirurgical. 2 fois, on a buté sur la Kijun ici. Donc, 2 fois Kijun qu'on n'arrive pas à percer. Forcément, le marché va chercher plus bas
bas pour essayer d'aller se relancer, trouver du volume et de l'envie. On n'arrive pas à tenir la Tenkan hier puisque les nouvelles ont été très mauvaises sur les marchés financiers. Du coup, aujourd'hui, on se situe en dessous de la Tenkan, en dessous de Kijun, en dessous du nuage. Donc en Ishimoku, ça va être assez complexe de se relancer. Du coup, on va aller voir les moyennes mobiles pour voir un peu comment ça se passe. Moyenne mobile 200, très très loin, bien entendu, elle est ici. Moyenne mobile 100, on est loin. 50, on n'arrive pas du tout à la tenir, elle nous sert de résistance, c'est un peu compliqué. Et moyenne mobile 7, on l'a percé hier en même temps que les mauvaises news fondamentales. Donc là, sur Bitcoin, mercredi, ce que je vous avais dit, il fallait qu'on tienne la Tenkan. Le moyenne mobile 7, c'était généralement moins important. Je vous avais dit qu'on allait descendre. Je favorisais une descente suite aux 2 fois où on avait tapé sur la Kijun. C'est ce qui s'est passé. Après, vu qu'on ne tient pas la Kijun, ça va être compliqué de se relancer. Je pense qu'on va se faire une petite frayeur à aller se relancer potentiellement sur cette trendline haussière ici. Et peut-être qu'on ira chercher les 19 000 pour essayer de se retrouver un petit peu d'élan et de motivation si le fondamental nous le permet. Voilà, en weekly, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On est très très baissier sur tous les indicateurs. Donc ne surtout pas perdre les 19 000, c'est ce qu'il faut retenir sur BTC. Si on perd les 19 000, ça va être compliqué. Notre prochain support, c'est notre ancien plus bas du lundi 13 juin 2022 qui était à 17 600. Et si on va plus bas, du coup, on arrête notre signal de pattern de double bottom et du coup, on n'arrive pas à se relancer, ce qui n'est pas bon. Et on ira chercher sûrement les 14 000 $. ETH, c'est parti. ETH toujours dans sa zone de rechargement. On est sur support moyenne mobile 200 en weekly. Vous voyez qu'on la passe ici, donc je vais enlever un petit peu tous les dessins que j'ai faits. On est en train de travailler cette moyenne mobile 200 période en semaine, en weekly. Donc c'est important de la conserver. Vous avez vu que sur les marchés US, c'est ce qui a servi de rebond. Il faut absolument qu'on la tienne sur ETH. En daily, vous voyez qu'on est sous la moyenne mobile 200, c'est normal. On est sous moyenne mobile 50 et 100. Il faut absolument qu'on reprenne la 50 et la 100 qui sont quasi au même niveau. C'est ce que je vous ai dit mercredi dernier, qui sont aux alentours des 1400, 1500, plutôt 1500. Si on reprend le niveau des 1500, ça serait plutôt boule pour ETH à moyen terme. Donc ça serait plutôt sympathique de reprendre ça. Tant qu'on n'a pas ça, sur ETH, il n'y a pas grand-chose d'autre à voir, à part tenir des niveaux importants. Vous voyez que sur Ishimoku, on est au-dessus de la Tenkan. Il faut absolument qu'on tienne cette Tenkan. Si on la tient, on peut aller chercher la Kijun, qui est exactement au même niveau que moyenne mobile 50 et 100. C'est pour ça que les 1500 $ sur ETH est un point crucial pour la relance d'ETH. Rien d'autre à dire sur ETH. On va passer du coup à l'altcoin du jour qui est Yearn Finance. Yearn Finance, actif qui a perdu énormément de valeur ces derniers temps. Yearn Finance qui est un actif de DeFi, c'est un gros protocole de DeFi, à la fois sur Ethereum en majoritairement et également sur Phantom. Alors j'enlève Ishimoku et les moyennes mobiles juste pour vous montrer un peu les patterns qu'il y avait sur Yearn Finance. Vous voyez qu'on était sur une grande trendline ici qui datait de 2020. On l'a cassé à la baisse, donc on a fait un pullback, on est reparti vers le bas. C'est là où on a perdu les plus gros pourcentages. On est sous la zone de rechargement et c'est un actif du coup. Dans la zone de rechargement, on était vers les 75% de pertes et on a perdu jusqu'à 95%. Actuellement, on est à un moins 91% par rapport à son ancienne ATH. Et qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire sur Yearn Finance? On a une trendline qui vient nous montrer qu'on est sur un rebond haussier de Yearn Finance. Attention, on est au contact de cette trendline en ce moment même, aujourd'hui même. Donc il va falloir absolument qu'on la tienne. C'est pour ça que je vous montre cet actif. On est en train d'essayer de tenir cette trendline. Si on la tient pas, je pense que Yearn Finance repartira à la baisse. Ça serait pas forcément positif pour l'actif. Par contre, il y a deux scénarios possibles en termes de pattern. Il y a un scénario où on est dans une sorte de wedge. Donc le wedge, généralement comme ça, baissier, il va permettre au cours de continuer à baisser comme ça et ensuite repartir vers le haut. Vu qu'on arrive sur une trendline hyper importante, ça serait peut-être le moment qu'on perce le wedge, ce qui pourrait être super important. Est-ce que le marché va le faire un week-end? Je suis pas sûr. Il faut absolument du coup qu'on conserve au moins ces deux niveaux au-dessus de la trendline avant de relancer lundi. Sinon, il y a un deuxième scénario qui est, est-ce qu'on est dans un triangle décroissant ici? Vous voyez, je le trace comme ça, triangle décroissant. Et si on est dans un triangle décroissant, on a commencé à le percer et donc du coup, on ira très bas. Moi, je trouve que le triangle décroissant, il n'est pas forcément hyper visible. Je suis plutôt partant pour un wedge. À voir. Par contre, si on casse cette trendline, de toute façon, c'est pareil. Le wedge, il est pour moi un peu finito. Ou en tout cas, c'est peut-être le wedge qui pourra nous refaire repartir dans le cours au-dessus. Mais là, je trouve que c'est vraiment un point crucial aujourd'hui parce qu'on a wedge plus trendline et ça me paraît primordial de tenir ça.
Surtout qu'on va regarder moyenne mobile, vous voyez qu'on est presque à la 50 et à la 100 jours. Il faudra absolument qu'on la reprenne, ça serait bien. Et si on regarde en Ishimoku, vous voyez que c'est un point crucial aussi, puisque il faut absolument qu'on reprenne la Tenkan pour se retrouver un petit peu de jus à la fois sur la trendline sur le wedge et à la fois en Ishimoku, puisqu'on serait au-dessus de la Tenkan, ce qui nous permettrait d'envisager d'aller chercher bien entendu la Kijun à 9000. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis sur Yearn Finance. Allez, on repasse en plein écran et je vais vous dire merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ce format était pas trop court. J'essaie d'être plus court que les autres fois. On va voir si j'ai tenu mes promesses. Je vous souhaite un excellent week-end. Faites très attention sur les marchés. On se retrouve mercredi pour le live de l'atelier crypto à partir de 20h et n'hésitez pas sur Twitch, donc le Twitch Wheel DT11, c'est sur lequel vous pouvez retrouver l'atelier crypto. N'hésitez pas à venir me voir toute la semaine pour d'autres contenus, du gaming principalement. Voilà les amis, merci à tous. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. Salut, salut la FOMO Team!